réconciliation avec l'histoire, de réconciliation avec le passé. Tout le monde sait que ce qu'on appelle les années de plomb, les tortures, disparitions forcées, etc. Dans la constitution marocaine, nous avons mis le droit à, comment on appelle ça, l'interdiction de la torture, le droit à la vie, l'interdiction des crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, l'obligation de ratifier les conventions internationales protectrices des droits de l'homme, la supériorité de ces conventions, la présomption d'innocence, les droits du justiciable, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas parler sans avoir son avocat. Tout ça, ça a été mis dans la Constitution. Donc, réconciliation avec l'histoire, réconciliation avec le passé, réconciliation avec les différentes catégories. Exemple, les enfants. L'État doit protéger les enfants quelles que soient leurs conditions. Évidemment, on pense aux enfants qui sont nés hors mariage. Et ça, c'est écrit dans la Constitution. Elle donne des droits aux étrangers. Les Portugais au Maroc peuvent voter pour les élections locales, à condition que nos Marocains puissent voter dans vos élections locales. Donc, un étranger au Maroc, il a 2 droits, en plus des autres droits. Un, la possibilité de voter pour les élections locales, et deuxièmement, s'il se trouve devant un tribunal de commerce et qu'on veut lui appliquer une loi, et que cette loi porte atteinte à ses droits fondamentaux, il peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Donc, les droits des étrangers, les droits des enfants, les droits des mères célibataires, les droits des handicapés, tout ceci, ça a été inscrit dans les droits des catégories. Dernier point, les droits des femmes. Alors il faut être lucide, comme je dis tout à l'heure, pas lucide, il faut être de bonne foi. Déjà, avec la fin du règne de Hassan II, nous avons vu les premières femmes ministres. Déjà, nous avions vu un toilettage du code de la famille. Déjà, il y avait la ratification de la CEDAW. Mais, malgré ces avancées normatives, la femme continuait à être marginalisée, à être moins payée que l'homme et à être plus victime de la violence. Qu'est-ce qu'on va faire en 2011? Eh bien, en 2011, il y a au moins 12 ou 13 dispositions expresses pour les droits des femmes. Je vais vous en citer quelques-unes, parce qu'il me semble que les droits de la moitié de la population sont importants. Quelqu'un disait, quand le lien historique est ébranlé, la question sexuelle se pose. La question des femmes est importante, parce que pour le printemps arabe, rappelez-vous, la première déclaration du porte-parole libyen, c'était pas de dire on termine les tortures, on passe à un état de droit, mais faut-il ou non rétablir la polygamie? Donc la question, je répète parce qu'elle est importante cette phrase, quand le lien historique est ébranlé, la question sexuelle, la question des droits des femmes se repose. Qu'avons-nous donné pour être concret à la femme dans la Constitution marocaine? Premièrement, le principe d'égalité des chances. Deuxièmement, le principe de non-discrimination en raison du sexe. Troisièmement, l'égalité homme-femme dans les domaines civils, politiques, économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Quatrièmement, la création de la parité, l'instance sur la parité. Cinquièmement, l'État doit œuvrer pour la réalisation de la parité. Sixièmement, on peut tout réviser dans la Constitution, sauf l'islam et la monarchie, sauf le choix démocratique et les acquis en matière de droits et de liberté. Huitièmement, c'est la première fois que l'islam est qualifié. Qu'est-ce que ça veut dire? On a osé qualifier l'islam. Je ne sais pas si d'autres constitutions vont le dire. La Constitution dit que l'islam doit être un islam marocain, historique, modéré, ouvert et tolérant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir constituant envoie des signaux, des SMS comme on dirait, ou des messages à la fois aux législateurs et aux juges. C'est-à-dire si jamais une question religieuse se pose au Parlement, ou une question religieuse se pose devant un juge, il doit avoir comme background de faire une interprétation dans ce qu'on pourrait appeler l'islam des Lumières, c'est-à-dire un islam qui essaye de faire la conciliation entre ce qui est écrit, ce qui a été mis en pratique et les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Je pourrais terminer en disant que la Constitution dit au législateur qu'il peut, comme en France, et comme en Italie, et comme en Belgique, que la loi favorise l'égal accès aux mandats électoraux. C'est-à-dire que le constituant décomplexe le législateur en lui disant « tu peux prendre des lois où tu peux mettre la discrimination positive ». Et à ce niveau, pour conclure au niveau de la femme,
on pourra dire qu'au Maroc, on a au niveau régional un quota de 30% pour les assemblées régionales. Au niveau des assemblées locales, on a un quota de 12,5%. Et au niveau du Parlement, nous avons un quota de 17%. Et la Constitution a prévu la parité. Donc voilà encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. La Constitution, elle a prévu une belle promesse, la parité, et le législateur organique a transformé la parité en 17% de femmes. Ce qui veut dire qu'on est en dessous de ce qu'on appelle les objectifs du millénaire cible 13, qui disent que pour qu'il y ait une action pertinente des femmes sur les politiques publiques, il faut avoir un minimum de 30% dans les instances et dans les élections. Donc voilà, mesdames et messieurs, un tour d'horizon sur le printemps arabe, un tour d'horizon sur les droits fondamentaux, sur la nouvelle atmosphère et sur les droits des femmes. Peut-être quelques mots très rapidement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il est devenu dans la Constitution? Le gouvernement, c'est la première fois que ses pouvoirs sont clarifiés. C'est la première fois que le Conseil du gouvernement est inscrit dans la Constitution. Et quelque chose de très important, les projets de loi et les projets de décret ne passent pas en Conseil de ministres, ils passent en Conseil du gouvernement. Première victoire importante. Deuxièmement, est-ce que le roi peut renvoyer un gouvernement qui a encore la confiance de la majorité? C'est impossible. Le roi, s'il n'est pas content du gouvernement, la seule chose qu'il peut faire, c'est de provoquer une dissolution qui est une arme dangereuse, et vous le savez. Donc au Maroc, on est passé du dualisme au monisme, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas responsable devant le roi, il est responsable devant le Parlement. Petite parenthèse, le roi peut renvoyer un ou deux ministres, personnellement, mais il ne peut pas renvoyer l'ensemble du gouvernement. Le Parlement a vu ses pouvoirs s'étendre. Extension du domaine de la loi, extension du contrôle. S'il veut contrôler le gouvernement, les majorités se sont rabaissées. Il peut faire des commissions d'enquête et de contrôle. Il peut même convoquer et auditionner des responsables d'administration pour les écouter en commission. Le Parlement, donc, s'est démocratisé, modernisé. Il peut faire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Et il s'est moralisé. Alors aujourd'hui, un parlementaire marocain, s'il a volé une montre, par exemple, dans un magasin, on n'attend pas la levée de l'immunité parlementaire. Il est pris tout de suite, que ce soit flagrant délit ou que ce soit pas flagrant délit, il relève des juridictions ordinaires. Donc l'immunité parlementaire n'existe pas. Je terminerai par le roi, mais il me reste un mot sur la Cour constitutionnelle. J'en parle avec ferveur habituellement parce que j'ai fait mes 2 thèses sur le contrôle de constitutionnalité et je rêvais qu'on ait au Maroc la saisine individuelle. Et on est arrivé à avoir ça, ce que Dominique Rousseau appelle la divine surprise. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle au Maroc, qui s'appelait Conseil constitutionnel, non seulement elle a plus de pouvoir parce qu'elle contrôle aujourd'hui les traités et la révision constitutionnelle en France, mais elle a des pouvoirs parce qu'elle va permettre aux citoyens, aux justiciables, de soulever l'exception d'inconstitutionnalité si ces lois, si ces droits sont touchés. Alors je pourrais donner un exemple concret, c'est un exemple fictif, mais c'est un exemple qui me tient à cœur. Admettons qu'une femme se trouve devant un tribunal de la famille et qu'on veut lui appliquer la loi qui dit qu'elle hérite la moitié de son frère, par exemple, parce que l'héritage est discriminatoire selon l'interprétation des textes religieux. Alors cette requérante, elle peut dire directement au juge, la loi que tu veux m'appliquer, le code de successoral est contraire au principe de non-discrimination qui est inscrit dans la Constitution. À ce moment-là, le juge, s'il lui donne raison, il doit abroger le code successoral. Mais là, la Constitution, malgré toutes ces avancées, il lui reste des limites. Parce que dans cette Constitution, j'allais finir en... Ce juge constitutionnel, admettons qu'il soit moderniste et qu'il rêve d'abroger cette loi, eh bien, il ne peut pas abroger cette loi parce qu'il ne peut pas confronter la loi à un seul article de la Constitution. Il doit regarder tous les autres articles de la Constitution. Et dans les autres articles, malheureusement, il y a un article 19 qui dit que l'égalité homme-femme doit être appréciée conformément à la Constitution, conformément au pacte,
mais elle dit aussi conformément aux lois en vigueur. C'est-à-dire que l'égalité au niveau civil, elle est neutralisée par ce dispositif dans la Constitution. Dernier point, le roi. Qu'est-ce que, pour terminer, si on doit résumer, parce que c'est peut-être le pôle le plus difficile, si je devais résumer comme ça et dire rapidement, qu'est-ce qu'il y a eu comme plus, qu'est-ce qu'il y a eu comme moins? Comme plus d'abord, le roi reste la clé de voûte du système politique. Parce qu'on peut être à la fois une monarchie forte, mais une monarchie non arbitraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir les moyens de son pouvoir, mais que ce soit un pouvoir qui respecte la règle de droit. Donc la monarchie a encore des pouvoirs, comme Hollande et comme les autres chefs d'État dans les autres pays, pouvoir dissoudre la Chambre des représentants et faire appel au peuple quand il y a une crise, pouvoir faire l'état d'exception. Donc le roi a encore la possibilité, il est encore un pouvoir fort, parce qu'il dirige le Conseil des ministres et parce qu'il promulgue la loi. Et parce qu'au niveau du Conseil des ministres, les décisions les plus importantes sont prises dans le Conseil des ministres. Ça, c'est pour ce qui va dans le sens d'un pouvoir encore fort. Mais quels sont les points où on peut dire que la monarchie se retire? Bien, avant, le roi, en utilisant sa casquette de commandeur des croyants, pouvait rentrer dans le domaine législatif. Aujourd'hui, la légitimité religieuse et la légitimité temporelle sont séparées. J'aurais dû même commencer par ça. Il y a eu ce qu'on appelle une sécularisation du texte constitutionnel. Le roi, aujourd'hui, est un arbitre, il n'est plus un législateur. Ça, c'est le point, à mon sens, le plus important qu'il faut noter dans la mutation des pouvoirs du chef de l'État. Donc, c'est un arbitre, il est garant de la Constitution, il est gardien du choix démocratique, mais il n'est plus législateur, il ne peut plus rentrer dans le domaine de la loi. Deuxièmement, avant, quand une loi a été votée par le Parlement et qu'elle ne lui convenait pas, il pouvait passer au-dessus de cette loi et prendre un référendum législatif. Il ne peut plus avoir recours au référendum législatif. Ça aussi, c'est important. Avant, il nommait 1200 postes en Conseil de ministres. Aujourd'hui, il en nomme 39. Tout le reste est nommé par le Conseil du gouvernement. Avant, il était le seul à pouvoir dissoudre le Parlement. Aujourd'hui, le chef du gouvernement peut le faire aussi. En conclusion, on pourra dire que c'est une constitution de transition. Pourquoi? Parce que toutes les constitutions du monde sont de transition. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais si on remarque que le Maroc a fait une justice transitionnelle, les mesures en faveur des femmes, les quotas, c'est des mesures spéciales transitoires. Le rôle du roi dans le Code de la famille et dans l'INDH, l'Initiative nationale des droits de l'homme, c'est un rôle de ce qu'on appelle un leader transitionnel. La monarchie marocaine aujourd'hui, qui n'est plus une monarchie constitutionnelle, mais qui n'est pas encore une monarchie parlementaire, tout ça milite dans le sens que c'est une constitution de transition. Parce qu'une constitution, c'est une enveloppe juridique qui enveloppe un rapport de force politique à l'heure actuelle. Et pour terminer, on pourra dire que la Constitution, c'est comme un instrument... Non, la Constitution, c'est comme une partition de musique. En France, par exemple, si le chef de l'État intervient trop dans le pouvoir exécutif, on dira que c'est une lecture présidentialiste. Si on est dans une période de cohabitation et que le chef de l'État se retire, on dit que c'est une lecture parlementaire. Eh bien, au Maroc, la constitution marocaine, c'est une partition de musique. Comment elle va évoluer, ça dépendra des interprètes. Et les interprètes, ce n'est pas le roi tout seul, ce sont tous les acteurs. Il ne faut pas oublier que le jour où on a voté pour la Constitution, on a voté pour le changement de texte, mais nous n'avons pas voté pour le changement des acteurs. C'est une constitution qui va s'appliquer avec la culture d'hier et avec les élites d'hier. C'est ça la limite de la constitution marocaine. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience.